Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au Pixel Space pour une interview avec Julien Malara, youtubeur de la chaîne Demos Kratos. Je suis Julien Malara, réalisateur de la chaîne Demos Kratos. J'ai 25 ans et ça fait maintenant 6 ans que je réalise des vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai fait Sciences Po Grenoble et à partir de ces études-là, en fait, j'ai voulu partager tout ce que j'apprenais de politique et comment mieux le partager que sur Internet et surtout YouTube parce que je suis un adepte de la vidéo. Aujourd'hui, je dirais que je suis vidéaste. Maintenant que je me suis professionnalisé, j'arrive à être intermittent du spectacle, mais c'est pas comme ça que je me définis. Moi, mon but c'est de faire des vidéos. La forme juridique, ça arrive en deuxième. Au début, j'ai travaillé tout seul sur Demos Kratos pendant plusieurs années. Puis petit à petit, j'ai rajouté en fait, des personnes avec qui j'aimais bien faire des vidéos, bien travailler et qui sont devenues permanentes, on va dire, sur Demos Kratos. Parce qu'il y en a un qui va faire le dérochage initial, l'autre qui va faire le montage, un autre qui va faire l'étalonnage, le mixage son. La partie tournage et montage, c'est plus moi qui m'en occupe. Tournage, c'est Baptiste qui est en haut, montage, c'est Théo. Les difficultés du métier de youtubeur, c'est au final d'être tout le temps connecté, de mettre en scène toute sa vie. Et surtout, le plus compliqué, ça c'est tout métier d'artiste, c'est de trouver l'idée qui va faire qu'ensuite tout le monde va s'activer et créer la vidéo. Et ça, c'est énormément de pression. Surtout quand tu bosses avec 4 autres personnes. Si toi, tu n'as pas une idée, les autres personnes en fait, te regardent et font « Julien, on ne travaille pas cette semaine ». Avoir peur aussi que les réseaux sociaux t'oublient. Si tu n'as pas publié cette semaine, YouTube va oublier que tu existes et du coup, tu vas perdre en abonnés ou alors perdre en vues la prochaine vidéo. Du coup, ta rémunération va varier en fonction du nombre de vues. La satisfaction de l'équipe va varier aussi en fonction du nombre de vues. Et le nombre de vues, on n'a aucun contrôle là-dessus. La plus grosse difficulté des réseaux sociaux, c'est la précarité. C'est difficile d'imaginer une journée type de youtubeur. Maintenant que je fais des documentaires une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ma routine c'est plutôt surfer sur internet, attendre qu'il y ait un sujet qui m'interpelle et qui me passionne. Et à partir du moment où j'ai cette passion, là je vais regarder beaucoup de documentaires sur le sujet, lire des livres. C'est beaucoup de recherche, de communication pour trouver les intervenants du documentaire. Très peu de tournage au final, parce que le tournage ça va durer 2-3 jours peut-être. Et ensuite 2 semaines de montage. Donc voilà, mon quotidien c'est chercher des idées. À partir de quel moment on peut se considérer comme youtubeur? Je pense que c'est vraiment à partir du moment où tu passes la majorité de ton temps là-dessus, ou du moins que psychologiquement, c'est ça qui définit ton quotidien. Après, je pense qu'il n'y a pas un nombre d'abonnés à partir duquel tu deviens youtubeur. C'est plus à partir du moment où tu te sens inclus dans la plateforme, où tu as créé une communauté, et c'est toi-même qui te définis youtubeur. YouTube donne des trophées, donc nous on a le joli petit trophée 100 000, qui est quand même psychologiquement génial parce que ça te dit là vous êtes vraiment youtubeur certifié par YouTube. Il ne faut pas attendre d'avoir ces 100 000 pour se considérer comme youtubeur ou même vivre de YouTube. Le métier de youtubeur a déjà beaucoup évolué depuis 14 ans maintenant que la plateforme existe. On est passé quand même de gens qui sont dans leur chambre à des gens qui simulent des chambres, soit sur fond vert, soit dans des studios de télé. Je pense que ce qui va être le plus important à travailler sur le statut de youtubeur en fait, dans les années qui viennent, c'est éviter de les précariser en les faisant devenir auto-entrepreneurs ou toutes ces formes en fait, précarisantes. C'est là où le statut des intermittents du spectacle, par exemple, qui est fait pour l'audiovisuel français, devrait inclure les nouveaux créateurs sur Internet. Parce qu'on fait de la production du visuel, mais on est encore à part dans le système juridique français. Tout le travail de ce que fait par exemple la Guilde des vidéastes, qui est un syndicat de youtubeurs, on va dire, c'est justement de faire reconnaître le travail de youtubeur pour leur donner un véritable statut et une véritable existence juridique. Il y a cette professionnalisation d'un côté technique, on n'est plus juste à filmer avec une petite webcam, il y a beaucoup de matos, on sait utiliser du matériel. Maintenant, ce qui manque, c'est la professionnalisation juridique, avec un vrai statut. Après, les plus gros youtubeurs, Squeezie, Amixem, tout ça, ils sont en CDI, ils ont des boîtes de prod, ils se sont professionnalisés. Mais tous ceux qui sont autour de 100 000 abonnés, c'est souvent de auto-entrepreneurs. C'est pas un statut fait pour l'audiovisuel. Faut aller vers là, vers la professionnalisation juridique. Mon processus de création, il va dépendre de 2 choses. La première, ça va être le format. Est-ce que c'est une petite vidéo face caméra sur fond vert où je parle, là, ou est-ce que ça va être un documentaire? La deuxième chose, ça va être à quel point je suis passionné par un sujet. Mais dans tous les cas, je commence par trouver un sujet. Et ça peut durer des fois des jours, des semaines. Souvent, on n'imagine pas que le boulot de youtubeur, c'est juste lire des livres, regarder la télé, attendre en fait qu'une idée nous touche. Et quand on a cette idée, c'est plusieurs jours de recherche. Dans mon processus créatif, c'est un peu ces phases de découvrir le sujet, avoir peur parce qu'il y a beaucoup trop de choses, retrouver un axe où je peux synthétiser et avoir une information claire. Et donc je vais écrire mon scénario ça en 1 à 2 jours. Une fois que ce scénario est écrit, je laisse quand même 1 à 2 jours pour pouvoir revenir dessus à froid. Et puis après, une fois que ça c'est tourné, on va passer à l'étape montage. Et donc au montage, on est généralement plusieurs à travailler.
Et à la fin, ça repasse par moi qui valide ou pas, qui redonne des indications. Et puis après, il y a la publication, et répondre à tous les commentaires des gens et partager surtout ta vidéo un peu partout. Deviennent mes inspirations de vidéos. C'est simple, de mon quotidien. Fut un temps, j'étais très militant, j'étais dans toutes les assos, je militais tout le temps. Donc tous les jours, je parlais de politique. Au final, les sources d'inspiration, c'est souvent quand je rencontre des gens. Je vais rencontrer quelqu'un qui a un sujet qui lui tient à cœur, il va me le partager, ça va me passionner et ça va me donner envie de faire un sujet là-dessus. Quel type de vidéo je préfère réaliser? Ça dépend de mon humeur en fait. Il y a des moments où, en été par exemple, j'adore faire des documentaires parce que tu sors, c'est l'été, tu vas avoir des éco-villages, tu vas avoir des endroits magnifiques, je peux faire des plans au drone. En hiver, je suis plus content de faire des vidéos à l'intérieur, face caméra. Donc ça dépend, je dirais, des saisons et des sujets qui m'intéressent. Mais il n'y a pas un format plus qu'un autre, c'est complémentaire. Les sources de financement pour Demos Kratos, elles vont être multiples. La première source de financement, on va dire, c'est la pub des vidéos YouTube. Je dirais peut-être un quart, un tiers. Ensuite, on va avoir un quart, un tiers pareil qui vient du financement participatif, donc Tipeee, Utip. Et on va avoir un tiers où ça va être tout ce qui est vidéo sponsorisée. Ça, c'est une énorme source d'argent en fait parce que, pour vous donner un exemple, une vidéo de 20 000 ou 30 000 vues, NordVPN va pouvoir payer un YouTuber 1 500 €. Quatrième source de financement, mais que moi, j'ai pas reçu, donc je ne l'ai pas intégré dans mon mix, mais que plein de YouTubeurs ont, c'est les subventions. Donc subventions CNC ou autres. On avait fait la demande CNC Talent à l'époque, une période où la chaîne n'était pas encore stabilisée sur son format, où on avait fait encore très peu de documentaires. Et donc le CNC, vu qu'on n'avait pas fait nos preuves avant, nous a pas donné de subvention pour continuer. Je pense que si aujourd'hui on redemandait une subvention CNC, vu tout ce qu'on a fait, on pourrait très certainement l'obtenir. Donc il faut qu'on se motive un jour à refaire le dossier. Au final, un YouTuber, pourquoi il y en a beaucoup qui appellent ça un influenceur? C'est parce qu'on est une marque. Moi, je suis la marque Demos Kratos. Mes revenus, mes sources de financement, elles vont dépendre de à quel point j'ai réussi à me vendre sur les réseaux sociaux. Moi, en plus de ça, j'ai Ethic Production, qui est une association de production du visuel. Et ça rapporte aussi une partie de l'argent que je peux réinvestir dans les documentaires de Demos Kratos. Tout ce que j'apprends à faire sur YouTube, après, je peux le revendre à des clients. On voulait travailler avec des entreprises, des associations de l'économie sociale et solidaire. Et au niveau financement, je dirais qu'Ethic Production, c'est 50% de nos revenus et Demos Kratos, 50% de nos revenus. Et voilà, ça permet d'avoir aussi la liberté de choisir qu'est-ce que je fais de mes journées. Comme tous les youtubeurs, j'ai commencé dans ma chambre à faire des vidéos. Au bout d'un moment, j'ai embauché du monde qui travaillait dans mon appart. Donc jusqu'à 22h dans ton salon, il y a le monteur qui est là. Tu n'as plus de séparation entre vie privée et vie professionnelle. C'est là où j'ai créé avec d'autres le Pixel Space, donc au pôle Pixel à Villeurbanne en juillet 2019. On a créé donc cet open space, le Pixel Space, pour accueillir tous les youtubeurs qui en avaient marre de travailler dans leur chambre et qui voulaient un lieu où on peut travailler et vivre avec d'autres gens. Et c'est pour ça, les gens, ils se foutent un peu de la gueule des youtubeurs en mode vous êtes un peu des branleurs, vous n'avez pas d'horaire de travail, vous faites un peu... Enfin, on dit ça à tous les créatifs au final, mais c'est parce qu'en fait, on bosse tout le temps. Même si là, on a le Pixel Space maintenant et qu'on peut bosser ici et se donner des horaires de boulot, un créatif bossera tout le temps. C'est bien d'avoir un espace où travailler, mais on continue à bosser à gauche à droite. Donc le Pixel Space, là, je pense qu'on peut avoir une douzaine de youtubeurs. Là, le pôle Pixel a mis à disposition des lumières, du matériel un peu professionnel. On a un espace de tournage en commun. On a un open space ou des bureaux. Dès qu'il y en a un qui filme une vidéo, les autres viennent par curiosité. On s'aide. Si j'avais un conseil à donner aux nouveaux youtubeurs, aux gens qui veulent en faire leur métier, déjà, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va me passionner assez longtemps pour que je reste sur cette plateforme? Et ensuite, avoir quelque chose de bien organisé, quoi. Sa passion, 2 formats, un court, un long, qui permettent de toucher 2 publics différents. Et on alterne ça sur la chaîne. À partir du moment où tu es clair, les gens, dès qu'ils tombent sur une vidéo, ils ont compris tout ce que ta chaîne faisait et ils peuvent s'abonner super rapidement. Mais je pense qu'il ne faut pas partir en se disant « je veux vivre de YouTube ». Il faut se dire « je fais YouTube peut-être en parallèle d'autres choses ». Et quand YouTube arrive à vous faire gagner assez d'argent, là, vous pouvez quitter vos autres activités pour faire du YouTube à temps plein. Et voilà.